Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous allons commencer notre. Il y a un petit problème technique, il me semble. Voilà. Mille excuses. Donc, nous allons commencer notre émission hebdomadaire. Chaque fois, nous commentons l'actualité nationale et internationale et nous faisons un point de déconstruction. Alors, aujourd'hui, nous aurons un point global qui va englober les trois aspects, puisque nous allons parler de la guerre commerciale internationale et de ses effets pour tous les pays du monde, mais en particulier pour le nôtre. Alors, guerre commerciale, vous entendez, tous les médias, bien entendu, sont sur le thème en disant, est-ce que la guerre commerciale aura lieu? Est-ce que Trump relance la guerre commerciale? Il faut aussi dire que oui, mais il y a quelque chose de camoufler dans toute cette affaire parce que, en réalité, la guerre commerciale a toujours existé entre les puissances rivales depuis que le capitalisme était stable. Alors, il y a des phases de crise où c'est plus apparent, où une puissance essaie de renverser l'autre, donc les contradictions sont plus visibles, mais la guerre commerciale entre prenons le temps de la colonisation, entre les Anglais, les Espagnols et les Français, elle faisait rage. Et elle n'a jamais cessé. Même quand il n'y a pas d'affrontement de bloc, il y a des manœuvres qui sont faites, et, soit par les dispositions internes que prennent les différents pays. C'est là qu'on parle de protectionnisme et de libéralisme, parce que la philosophie globale du capitalisme, c'est le libéralisme. Donc, tous ceux qui ont des produits à vendre peuvent vendre et on n'a pas le droit d'empêcher cette libre circulation. Mais évidemment, quand un pays se sent défavorisé, il va prendre des lois pour protéger sa production et empêcher que les concurrents ne viennent. C'est là qu'on parle de protectionnisme. Donc, les libéraux, quand ils sont en situation de force, ils dénoncent le protectionnisme, mais quand ils sont en difficulté, ben, ils le pratiquent et ils remettent en cause toutes les formes du libéralisme. Je me rappelle, pendant que je parle de cela, de ces mesures que le gouvernement français avait prises quand les Japonais étaient en train de gagner le marché des téléviseurs et en France, ils avaient pris une mesure qui demandait que les téléviseurs soient dédouanés dans une petite ville du centre de la France, ce qui voulait dire indirectement qu'il fallait payer plus. C'était une mesure protectionniste. Ce qu'on retient de cette affaire-là, c'est qu'on parle de libéralisme, mais ceux qui sont dominants vont toujours parler de l'appliquer, et ceux qui se sentent en danger vont développer le protectionnisme. Ça a toujours existé depuis que le capitalisme est là. Et puis, il y a des mesures parfois qui sont illégales, scélérates, qui sont liées à la domination de courants sur un autre. Je me souviens d'ailleurs, je vous invite à lire cet épisode-là qui montre la cruauté du système occidental, de la dite civilisation occidentale, qui avait déclenché la guerre contre la Chine parce que le gouvernement chinois empêchait le commerce de l'opium dans ses ports. L'opium, la drogue qui tue parce que la société chinoise était démantibulée avec ce phénomène de toxicomanie. Eh bien, les Occidentaux ont dit, nous vous interdisons de gêner le commerce de l'opium. La Chine a insisté et il y a eu la guerre de l'opium. C'est pour vous dire que la guerre commerciale, quant au fond, a toujours existé. Alors, il y a des moments où l'Occident n'en parle pas tellement parce qu'il y a une complicité entre les États occidentaux pour dominer le monde. On sait que tous les pays occidentaux, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont alignés sous la direction des États-Unis, avec la monnaie dollar, avec les institutions financières contrôlées par les États-Unis. Donc, on ne parlait pas tellement de guerre commerciale. On a commencé à reparler des risques de guerre commerciale quand la Chine est devenue
puissante et en passe d'être la première puissance mondiale. Donc, à partir de ce moment, on parlait de la guerre commerciale, mais entre la nouvelle puissance chinoise et le reste de l'Occident. On connaît des mesures, on passe sur tous les détails. Et puis voilà qu'il y a une donnée nouvelle. Nous l'avons déjà expliqué dans des émissions précédentes. Les règles qui régissaient le commerce entre les nations, que ce soit les nations dominantes occidentales et les autres, mais entre les pays occidentaux eux-mêmes, sont en train d'être mis à plat, à mal par une nouvelle tendance et nous insistons sur cela. Ce n'est pas Trump en tant qu'individu qui en est responsable, c'est l'ensemble des dirigeants des multinationales et des spéculateurs qui sont dans ce petit noyau avec quelques milliardaires autour d'eux, en général des gens fascistes, on en a parlé l'autre fois avec Elon Musk, et ces gens-là sont en train de faire exploser toutes les règles qui régissaient les rapports entre, je l'ai dit tout à l'heure, pays dominants, pays dominés, et entre pays dominants eux-mêmes, entre pays occidentaux. C'est-à-dire que les réglementations, les accords internationaux qui avaient été signés, les principes douaniers, etc., tout cela a explosé. Parce que les milliardaires, la mafia des puissances financières a dit nous cassons tous les accords internationaux, toutes les législations nationales, et c'est la loi de l'argent. C'est nous qui avons de l'argent, nous devons pouvoir faire ce que nous voulons dans n'importe quel pays que ce soit. Le Canada, c'est-à-dire nous allions au diable, j'ai besoin de ça, je prends. C'est ce qui se passe. Et c'est là que les décisions prises par ce noyau-là, par l'intermédiaire de Trump, déstabilisent la structure globale. Et donc, les médias sont obligés de parler de guerre commerciale, on se défrayer les gens, on ne va pas, on ne pourra pas, etc. Mais, je le répète, les guerres commerciales ont toujours existé. Avant de passer au point suivant, je veux montrer comment la liaison entre le noyau qui cache la législation internationale et puis les intérêts de ces spéculateurs-là s'est manifestée à travers les décisions de Trump. Je mets 10% pour les plus chanceux, et puis je mets 60%, 90%, 100% de droits sur tous les produits, alliés, pas alliés, tout le monde. Alors, tout le monde parle de crise commerciale, la bourse s'effondre, et puis Trump vient dire, non, finalement, je remets ça à 90 jours. Donc, on respire. L'Europe, oui, on a un petit souci, on va s'améliorer, on va se préparer. Aujourd'hui, on sait que Trump a annoncé ça pour faire baisser la bourse, qu'il a téléphoné à ses copains milliardaires pour dire c'est le moment d'acheter des actions. Toutes les actions sont à la baisse. Et puis j'annonce qu'il y a plus. Donc, la bourse remonte et ceux qui ont acheté les actions font une plus-value. Il me semble que c'est près de 300 milliards, je ne garantis pas le chiffre, c'est de mémoire que je dis, qui a été fait sur ces 2 jours de spéculation-là. Et donc, c'était pour montrer que ce noyau-là, il n'y a plus de règles, c'est la spéculation, c'est tout ce qu'on veut, c'est du banditisme financier, tout ce qu'on veut. Mais il n'y a plus de règles. Et c'est vraiment une guerre commerciale, nous l'avons souvent dit, entre le noyau de milliardaires spéculateurs et le reste du monde. Mais il n'empêche que les autres puissances qui étaient déjà là, qui étaient plus ou moins liées aux États-Unis, elles se retrouvent, elles aussi, victimes de cette affaire. Sauf que les États-Unis, même la population des États-Unis, qui majoritairement avait voté pour Trump, les républicains les plus conservateurs, ben, ils l'auront de plein fouet également. Parce que nos milliardaires, ils ne regardent pas la population américaine.
qu'on est chargé de mettre des fonctionnaires dehors, de fermer des agences d'aide aux démunis, des programmes d'accompagnement. Non, ben voilà, l'argent ne doit aller qu'au milliard. Et aujourd'hui, même le peuple américain commence à se révolter. Vous pouvez voir sur les organes d'information que dans des milliers de villes aux États-Unis, des dizaines et des dizaines de milliers protestent contre cette politique. Donc, ça, c'était pour montrer que la guerre, elle est là, mais elle a changé de nature. Mais qu'est-ce que ça annonce? Cela annonce que le système capitaliste global est arrivé à terme. On avait déjà expliqué différentes raisons pour lesquelles ça ne pouvait plus fonctionner, parce que la connaissance se diffuse un peu partout, qui ne peuvent plus contrôler les esprits à travers leurs médias, hein, même s'ils ont des empires, mais il y a des réseaux sociaux alternatifs, que les peuples ont démarré une lutte de notre niveau pour la souveraineté. On pense à l'Afrique, les États d'Afrique sahélienne, mais globalement, on pense aussi aux BRICS. Maintenant, BRICS plus, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est l'essentiel de la population mondiale. C'est l'essentiel des endroits où il y a des matières premières. Et ces gens-là se sont décrochés du système dominant occidental et deviennent une puissance que le système capitaliste ne peut pas dominer. Il n'a pas de prise. Alors, on voit par exemple que quand Donald Trump a accédé ses 55% de taxes sur la Chine, il pensait que la Chine serait bloquée, mais il y a des années et des années que la Chine préparait sa riposte. La Chine avait accumulé la dette américaine. Vous savez que les États-Unis sont le pays le plus endetté et massivement endetté de la planète. Pourquoi? Parce que comme ils avaient imposé, avec les accords de Bretton Woods, que le dollar soit la monnaie pour les échanges internationaux, personne ne pouvait contester cette monnaie et ils faisaient fonctionner ce qu'on appelle la planche à billets, des dollars papier, qui ne reposent sur rien, sur aucune richesse, et que les gens étaient obligés d'utiliser. Mais ça leur permettait de s'endetter. Ça leur permettait, ça avait pour conséquence de les endetter. Et les gens qui avaient besoin de dollars pour le commerce international achetaient des parts de la dette. Je disais que la Chine, depuis longtemps, se prépare. Et elle avait beaucoup d'argent de la dette états-unienne. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend tout ça. Elle ne veut plus de dollars. Donc ça baisse la valeur du dollar. Parce qu'entre-temps, les BRICS dont j'ai parlé, depuis des années, préparent un système alternatif pour pouvoir commercer hors dollar, des échanges, des partenariats, la fabrication d'une monnaie alternative numérique qui permet entre les pays membres de faire du commerce sans passer par les institutions financières, les banques, faire des prêts à dollars avec des intérêts remboursés. Non, c'est direct. J'ai besoin de temps et les valeurs d'échange se font avec les monnaies nationales. Donc, ils n'ont plus de prise. Autre élément important qui montre la préparation des rivaux des Occidentaux. Vous savez que l'essentiel des monnaies sont basées sur les stocks d'or possédés par les banques nationales. Depuis peut-être une dizaine d'années, les pays des BRICS avaient déjà commencé à acheter de l'or, prendre de l'or, accumuler de l'or. Et leurs réserves d'or leur permettent d'asseoir leur nouveau circuit financier sans passer par le dollar. Petite parenthèse, même les Allemands ont compris la leçon, parce qu'après l'annonce des taxes par Trump, ils ont exigé que leur or, qui est basé dans les banques
états-uniennes reviennent en Allemagne. Bon, c'est pas ce que ça va devenir. Mais pour dire que c'est déstabilisé, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a longtemps que les pays opposés au système occidental préparent la contre-offensive. Donc, quand Trump a annoncé avec arrogance, ouais, comme d'habitude, chantage, etc., eh bien, les Chinois ont vendu leur dollar, ils ont appelé toutes leurs sociétés, mais il paraît que ça se fait depuis 6-7 ans à peu près, qui avaient investi, parce qu'il y a des capitaux chinois investis dans des usines aux États-Unis. TikTok, enfin, les réseaux sociaux là, à un moment, Donald Trump a dit, bon, on va interdire TikTok. Et on exige que TikTok revende les actions chinoises pour les États-Unis. Ça veut dire qu'il y a des investissements étrangers, chinois et autres, quelques peu européens moins, aux États-Unis. En contrepartie des mesures de Trump, eh bien, les Chinois avaient déjà prévu cela. Ils n'ont fait qu'accélérer le mouvement. Toute entreprise chinoise, enlevez votre argent des États-Unis. Donc, il y a un problème d'investissement aux États-Unis. Quand on dit, ouais, il faut reconstruire, donner du travail aux Américains, il y a un investissement encore. Donc, la pauvreté, le chômage, l'augmentation des prix frappe de plein fouet la population états-unienne. J'explique cela pour dire qu'en face des propres contradictions inhérentes au système capitaliste, il y a l'action des puissances rivales qui accélère le déclin du système occidental capitaliste dominant. C'est absolument cette notion-là. Chacun d'entre nous doit bien comprendre que c'est inéluctable. Ce qui veut dire que les crises économiques que nous cessons d'annoncer, là, vont connaître leur apogée dans les mois et années à venir. Les gens qui croient qu'on va dire à la bonne surface, je vous ordonne de baisser les prix, vont dire, mais je ne connaissais pas, j'étais dans un rêve. Oui, c'est vrai qu'il faut des profits, mais c'est les règles internationales qu'il faudrait remettre en cause pour que nous ne soyons pas dans l'inflation. Donc, alors, si on le savait qu'on a trompé le peuple, c'est notre histoire. Mais en fait, ceux qui ne le savaient pas, on est conscient que les prix vont continuer à augmenter à cause de cette crise-là. Et que tant que le système ne sera pas mis en question, notamment notre domination par rapport au pouvoir colonial français, on ira nulle part. Et puis on aura non seulement augmentation des prix, mais raréfaction des marchandises. Maintenant, c'est les médicaments qui manquent. Maintenant, c'est certaines pièces détachées qui manquent. Mais après, on n'aura pas accès à ce qui est nécessaire pour faire tourner la vie, tout simplement. Prenons conscience de ça pour dire, oh, on continue à rêver, on continue à oublier, ou on se décide à lutter. C'est ça le problème. Le système va disparaître, qu'est-ce qu'on fait en face? Alors, j'ai expliqué que les gouvernements rivaux, et notamment anti-impérialistes, montrent que ils font le gros du travail. C'est sur ça qu'on doit se reporter après la chute du système. Parce que les banques dont j'ai parlé, les BRICS, qui accumulent de l'argent, des réserves, ils ont déjà commencé à faire des prêts aux pays développés pour des projets structurants sans condition, comme le faisait le FMI ou la Banque mondiale. Ils vous disaient, je vous prête de l'argent à condition que vous fassiez bien des hôpitaux, des écoles, que vous libéralisiez le marché, etc. Là, les banques des BRICS là ont déjà commencé à faire des prêts, notamment aux pays africains, mais pas seulement, aux pays qui entourent la Chine, dans tout l'Asie du Sud-Est, dans des conditions absolument respectueuses des intérêts de chacun. Donc là, il nous faut dire, lutter contre le système, il faudra qu'on s'arrive. Mais pour qu'on s'arrive,
il faut qu'on soit prêt et qu'on ait des marchandises à proposer, des projets et à financer qui soient favorables à notre pays. Système en bout de course, alternative possible, mais l'alternative, et c'est là que je fais la liaison, ne pourra mettre en œuvre que si les peuples luttent. Au Burkina, au Mali, au Niger, les gouvernements ont pu faire ça parce que les peuples sont engagés dans la lutte, soutiennent des gouvernements anti-impérialistes. Mais si vous avez une population qui ne pense qu'à aller en croisière et fêter, faire des danses etc., et puis dire, bon, ça va me permettre d'oublier ma misère, même s'il y a un changement, le système coule, les BRICS montent, mais les Français qui seront en crise, qui ont déjà commencé à venir ici, ils vont commencer par écraser ce qu'ils font déjà. Le peu d'économie et de pouvoir dont on dispose en Martinique pour que la Martinique devienne le point de refuge des capitalistes et des couches moyennes françaises qui veulent éviter la débâcle. Ce n'est pas du rêve, ça c'est vérifié ça. Hein. C'est pour ça qu'ils font de la propagande pour aider les gens à déménager et leur donner de l'argent. Il y a des vidéos qui circulent. C'est pour ça qu'ils mettent des affiches dans le métro. Si vous voulez vous installer aux Antilles, touchez-nous, nous allons vous faire avoir du travail, nous allons vous aider. Donc, si notre peuple n'est pas organisé, c'est nous qui allons être les dindons de la force, comme les Français aiment à le dire. Est-ce qu'on continue à rêver ou est-ce qu'on s'organise? Évidemment, je pense que la majeure partie des Martiniquais ont déjà montré qu'ils veulent s'organiser et ont déjà commencé à faire des activités. Il y a des gens qui sont toujours victimes du syndrome de Lynch, de l'autodénigrement. On ne pourra pas, ne pas entendre. Il y en a quelques-uns, mais il y en a de moins en moins. Et puis, il y a de plus en plus de Martiniquais et de Martiniquaises qui ont déjà commencé à travailler, qui font des initiatives. Je profite pour dire que le symbole de la foire agricole de Rivière-Pilote peut nous interpeller. 4 exposants qui montrent tout ce qu'on est capable de faire dans ce pays et que si nous étions indépendants, nous aurions mis en usine, nous aurions mis ça en supermarché, etc., que nous aurions vendu à l'étranger. Rivière-Pilote, le même jour, il y avait un autre rassemblement à Tivoli, au parc éco de Tivoli. Et le même jour aussi, partout dans Martinique, il y a des gens qui continuent à faire leurs activités parce que nous, c'est à nous. Nous sommes en train de nous autodénigrer. Nous n'avons pas confiance. Nous répétons ici, nous sommes capables parce qu'il y a déjà la base là. Ce qu'il manque, c'est la synergie et l'organisation. Et puis surtout, ce qui manque, c'est de dénoncer les illusions entretenues par une partie de l'élite qui est complètement dans l'errance, comme dit la vision. Premièrement, nous sommes incapables. Qui c'est lui, rien? Le maire de Rivière-Pilote, il n'est pas la même sensibilité politique. C'est lui qui a organisé ça avec son conseil municipal. Tout le monde a dit que c'était formidablement bien organisé. Le transport, les navettes, tout, la discipline, la sécurité, la richesse du pays. C'est un Martiniquais. C'est un élu. Comment comprenez-vous que des gens continuent à dire tout c'est des vagabonds, des corrompus, des feignants, si nous n'y l'indépendance, et nous pouvons aller de ce côté. Dimanche dernier, j'aurais répondu à quelqu'un que je préfère ni des Juppé, des Cahuzac, des Le Pen, etc. Et parce que Blanc dit ça. Parce qu'ils ont dit des élus martiniquais que mensongèrement, ils mettaient tout dans le même sac. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup avec lesquels nous avons des désaccords profonds sur les illusions assimilationnistes qu'ils développent. Mais il y a également beaucoup de gens élus martiniquais qui aiment leur pays et qui ne
aller plus loin parce que nous sommes soumis à un pouvoir colonial. Quand vous dites tous les élus sont corrompus, et puis il faut balayer tout ça, vous dites exactement, tous les jeunes sont des voyous, toutes les femmes sont des assassins, tous les chauffeurs de taxi sont des ceux-là. Ça veut dire que c'est la division nocive, maladive, inculquée par le colon. Vous faites le travail du colon. Vous faites le travail du colon. Ou, encore plus grave, c'est parce que vous êtes un fief opportuniste qui veut empêcher au peuple d'avoir confiance en lui, de s'organiser pour prendre la place et avoir une temps. Comment pouvoir dire tous les élus sont pourris, mettez-moi là, manquez fait travailler là bien. Allez, présentez aux élections, manquez dit, soutien tout le monde, non, ouais, faut que nous tirions. Là, on aura des élus courageux, et puis après, on va élire des sénateurs courageux, mais c'est de l'opportunisme fiefé. Tous les élus qui sont là. En fait, quand même, peuple martiniquais, vous avez assisté à des conférences électorales depuis dans les années 40. Le nouveau vient dire, l'autre n'a pas fait rien. Il n'a pas fait de pont. Vous connaissez l'histoire. Hein? Il n'a jamais fait un pont maintenant. Mais pas ni la rivière, pour tout le faire. Le pont, d'accord, la rivière vient ensuite. Ça, c'est les blagues martiniquaises qui montrent que, justement, que tout le monde sait que des candidats qui ont besoin de prendre la place vont voir aussi le tableau, vont passer, voir où il y a un petit morceau d'ordure pour dire oui, comme ça, il n'y a pas qu'à soigner là, etc. Sans jamais, parce qu'il y a des meilleurs qui ne sont pas bons, il y a des meilleurs qui ne font pas le travail. Mais sans jamais venir nous dire quelles sont les compétences du maire. Ont-ils les financements nécessaires pour faire ce que je dénonce là? Je répète, il y a des maires qui ont de l'argent, qui font des bêtises avec, il faut les dénoncer, il faut dire oui, tel bagaille, il aurait dû faire ça. Mais il faut dire que dans la plupart des cas, les collectivités n'ont pas les financements parce que le pouvoir colonial leur donne des compétences sans financement, ne paie pas les financements qu'ils doivent. Je donnais l'exemple autrefois de la CTM qui avait révélé. On vous fait avec juste raison quand les aides aux associations ne sont pas payées, il faut le faire, parce que les élus ils auraient dû monter au créneau, etc. Mais on oublie de dire que c'est l'État qui va travailler. L'argent, il doit. Donc, ces candidats qui viennent dire sortez de là, mettez-moi là, ne vous expliquent pas, je n'aurai jamais les moyens de faire ce que je dis. Ce sont des opportunistes. En fait, peuple martiniquais, vous connaissez ça. Combien de gens ont aidé le peuple dans des associations sportives et culturelles, venant chercher les enfants pour les organisant des sorties, et puis pour lesquels on a voté pour dire ah, monsieur, c'est un bon goût. Et puis il est arrivé, terminé. Il était besoin pour les autres, pour y en ait nous. Donc il y a des opportunistes qui dénoncent des choses qui ne sont pas faites, qui promettent la lune pour être élus. Mais la seule chose qu'ils ne vous disent pas, les élus, c'est avec quels moyens. Comment je vais combattre le pouvoir colonial pour l'obliger à? Comment je vais combattre le génocide par substitution? Quel est mon positionnement par rapport aux raisons de l'inflation, du prix des marchandises? Qu'est-ce qu'il faut attaquer, ce que nous faisons là concernant le système? Je ferme sur ces genres de réponses-là, d'illusions. Sauf que j'ajoute une dernière. Remarquez comment, avec quelle facilité, des gens qui dénonçaient des opposants, des adversaires politiques, disant qu'ils étaient. Et puis, à la veille des élections, comme par hasard, on se fait des mamours. Ah, il est gentil, on a fait une alliance. Vous voyez, on est pour l'unité du peuple martiniquais, je soutiens tel. Hier, on t'a dénoncé. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Quelle alliance est fondée sur un projet, un programme politique pour la conquête de la souveraineté? Mais c'est sur ces bases-là qu'on doit voter. Je ferme cette grande parenthèse électorale-là pour revenir au point de départ.
que nous avons un devoir de nous préparer aux conséquences de la chute du système dominant capitaliste, aux pénuries qui vont s'en suivre, aux inflations qui vont s'en suivre. Donc, nous avons le devoir de nous préparer à cela. J'allais dire de continuer à nous organiser, à soutenir toutes les activités, qu'elles soient faites par des gens qui sont des opposants politiques, qui n'ont pas la même vision que nous concernant l'indépendance. Depuis il est bon pour pays, il faut que nous soutenions. Et donc, il nous faut continuer à accélérer ce mouvement-là pour être en mesure de répondre, je répète, au sec fléau. Il n'y a pas que les crises économiques majeures, les guerres commerciales. Il nous faut inscrire ça, graver ça sur un tableau pour que chaque jour nous nous disions qu'est-ce qu'on fait contre ça. Oui, guerre commerciale, crise économique. Catastrophe climatique liée au dérèglement, érosion des côtes, cyclones, etc. Oui, pour préparer ça. Fascisme en train de se développer dans tous les pays occidentaux, suppression de nos libertés, contrôle des populations, etc. Guerre, conflit militaire majeur, enfin, vous avez les preuves là aujourd'hui que la marche accélère, et puis délitement social, les gens qui n'arrivent plus à penser, à agir ensemble. Ça, c'est ce fléau. Mais que ce soit pour la guerre commerciale ou pour les autres, l'orientation dont nous avons parlé et qui est déjà en cours, pour qu'elle soit opérationnelle, efficace, indestructible, il y a une condition qui est justement en contradiction avec les illusions électoralistes que des opportunistes viennent développer. Sommes-nous organisés dans le quartier? Avons-nous une unité consolidée dans nos familles? Acceptons-nous la convergence entre les différentes initiatives alternatives? Et pour que cela soit possible, si je réponds oui à tout cela, de quelle organisation, de quelle structure je discute de tout cela? C'est là que nous insistons sur la nécessité de la construction d'une démocratie directe. La démocratie représentative imposée par la bourgeoisie occidentale, on a déjà vu ses effets. C'est un cache-sexe pour la domination des classes dirigeantes. La seule vraie démocratie qui vaille, c'est quand des gens à la base, comme cela se faisait dans les sociétés précoloniales, capables de se réunir autour d'autorités acceptées, de règles consensuelles communément respectées par tout le monde, où l'on décide collectivement du bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est improvisé. Je n'ai pas à prendre comme prétexte l'appartenance religieuse politique. En disant ça, je fais référence à un très, très, très beau documentaire filmé, présenté au théâtre autonome Mahon par un Martiniquais qui a été réalisé donc au Sénégal et qui montrait une cérémonie de transmission entre les anciens et les jeunes, entre les jeunes et les anciens au Sénégal. Donc, si vous pouvez voir ce film-là, renseignez-vous au théâtre autonome Mahon, vous le verrez. Et on montre comment, dans cette cérémonie, il y avait des musulmans, des catholiques, toutes sortes de gens qui respectaient le socle commun. Mais c'est à ça qu'il nous faut revenir. Que Jacques soit adventiste, et Gauthier et indépendantiste athée, quel que soit, bien fait, si nous aimons notre pays, si nous voulons défendre les intérêts de notre peuple, qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir à la base? C'est ce qu'on appelle la démocratie directe, pour dire, bon, qu'est-ce que tu penses dans le respect mutuel? Bon, qu'est-ce que nous décidons collectivement? Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas obligés d'appliquer, ce n'est pas une dictature. Mais on
définit un socle commun pour agir. Ce n'est pas demain, c'est c'est vrai, c'est joli, on aurait pu faire ça. C'est la décision là, aujourd'hui. Où et comment j'ai le droit d'être dans mon parti politique pour défendre mes positions. Mais si le parti politique m'interdit de me réunir avec d'autres gens pour discuter de ce qui est bon à la base, je dois commencer par me défier. Il faut faire un effort sur nous-mêmes pour dire que là, j'écoute ce soir là les informations. Et puis je me dis, est-ce que oui ou non, c'est une réalité qui me concerne? Et oui ou non, est-ce que je dois faire quelque chose pour protéger mon pays, ma famille, etc. Une fois que j'ai répondu à cette question, je m'engage. Je me forme et je m'engage. Voilà donc les commentaires que je souhaitais faire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine où on va peut-être parler du rôle des individus précisément dans cette transformation et dans la consolidation de la dynamique.